Bonjour, je m'appelle Ali Benreskala. En fait, on a fait cette journée, c'est pour essayer ensemble de partager les souffrances qu'il y a à l'école. Ces documentaires sont un prétexte positif, mais l'idée, c'est qu'ensemble, chacun, on exprime qu'est-ce que l'école nous apporte, qu'est-ce qu'on y vit. Et donc, je vais profiter, là, pour une fois, il y a un directeur du lycée Saint-Henri, il n'est pas dans son élément, il va nous donner son avis. Bonjour, tonton Philippe Amé, je suis le directeur du lycée professionnel de Saint-Henri. En effet, je ne suis pas tout à fait dans mon élément, et encore, je retrouve quand même pas mal de jeunes, d'élèves, et tout le monde est passé d'ailleurs à un moment ou à un autre élève à l'école. Moi, je voulais déjà souligner les belles expériences, hein, et c'est peut-être des choses autour de choses comme ça qu'il faut s'inspirer pour faire et améliorer un petit peu la façon dont on perçoit l'école. Moi, en tout cas, je suis assez serein par rapport à l'analyse de l'école, du lycée. En effet, il y a alors un malaise, bon, le mot est peut-être fort, mais des incompréhensions fortes entre les lycéens, les apprenants, comme on peut les appeler, les équipes éducatives, les professeurs. Du côté des enseignants, avec une grosse envie d'aider ces jeunes, et de l'autre côté, l'impression que les jeunes ont du mal à adhérer à ce qu'on leur propose, à la façon dont est organisée peut-être l'école. Et tout ça crée, au fil des années, des difficultés dans le travail des élèves, mais des difficultés dans le travail aussi des adultes et des enseignants. Et c'est vrai que ce malaise, on en parlera peut-être un peu plus ce soir sur la souffrance au travail, qui est la suite de ça, crée de la souffrance peut-être pour les adultes, mais peut-être aussi pour les enfants, sans oublier aussi les familles qui sont autour de toutes ces difficultés. Un point aussi essentiel, puisqu'on est plutôt sur du lycée professionnel, la perspective pour nos jeunes de trouver un emploi qui est de plus en plus difficile, et peut-être aussi une petite cause aussi de ce qui se passe en amont au niveau de l'école. Petite explication, mais il y en a sûrement d'autres. Oui, justement, l'école est connectée à la société et à tous les mondes du travail. C'est pour ça aussi cette journée de parler de l'école comme déjà projetée ou pas dans les mondes du travail. Donc aussi tout ce que tu disais justement sur comment c'est difficile après un certain âge. Et là, il y avait l'exemple de l'école de deuxième chance, qui c'était un exemple pour voir si qui a une expérience de décrochage peut retrouver une autre manière de vivre l'école. Il y avait une autre... Je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit. En fait, moi, je pense que c'est une étape importante de l'adolescence, un peu qui se vit chez les élèves, qui ont une certaine tendance à vouloir vivre leur adolescence et donc exprimer un peu leur mécontentement, leurs petites blessures, leurs petites choses comme ça. Et du coup, c'est un peu le jeu qui se joue dans la vie. Et voilà, finalement, c'est une belle chose que de prendre bien et positivement dans la joie, dans la bonne humeur et dans le meilleur, quoi, pour enseigner au plus lumineux possible. Voilà. Parce qu'on l'entend à plusieurs reprises dans les documentaires, qu'il y a la question de ne pas choisir son orientation. Alors ça, wow. Donc j'aimerais savoir, éventuellement, si vous avez choisi votre orientation, parce que je pense que c'est fondamental, parce que si on ne choisit pas, qu'on fait quelque chose qui est imposé, je pense que ça doit être très très compliqué tous les matins, effectivement, de se lever pour y aller, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est vraiment important et c'est encore une fois une étape très importante que de pouvoir faire ses propres choix et des choix qui vibrent à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir trouver vraiment notre voie et notre métier, notre vocation. Parce que c'est ce qui est demandé en fait pour tout le monde, c'est de trouver notre véritable vocation. Orientation.
vous avez tous choisi votre orientation, ou il y a quelqu'un qui se sent pas, ou qui a changé d'avis aussi, parce qu'une fois, on peut aussi choisir une orientation, et après changer, et est-ce qu'il y a une... Non, mais il y a deux choses qui se passent en général à la sortie de la troisième. C'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle une orientation qui est basée essentiellement sur... en fait, c'est un logiciel maintenant. Hein. Avant, on n'avait pas de logiciel. Maintenant, on rentre plein de petits chiffres, en général des moyennes, etc. Et les élèves font des vœux, 3. Et selon leurs résultats calculés par l'ordinateur avec des choses dont même nous, enseignants, on ne maîtrise pas bien, ils ont l'orientation qu'ils demandent ou l'orientation de leur deuxième, troisième, voire pas d'orientation du tout. Et à ce moment-là, on va, pour les scolariser, les mettre dans des endroits qu'ils n'ont pas choisis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le choix des filières, il faut savoir qu'il y a une inégalité, bon, dans notre ville comme toujours, et que évidemment, il y a des secteurs qui vont avoir beaucoup de formations fort intéressantes, et puis des secteurs de la ville qui vont avoir des formations dites moins intéressantes, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Bon. Mais par rapport à la différence entre les quartiers sud et les quartiers nord, l'offre, les quartiers nord concentrent 25% de la jeunesse de cette ville et offrent en fait 12% des places dans ce qui est l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que là où il y a le plus de jeunes, il y a le moins de formations offertes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une inégalité aussi sur ce qui pourrait être offert comme formation. Donc, par exemple, vous savez que Marseille a complètement changé et que donc elle est tournée vers le tourisme, que nous avons une richesse extraordinaire, c'est que souvent nos jeunes dans nos quartiers sont des jeunes qui sont bilingues, voire trilingues, et il n'y a pas d'offre de formation dans les métiers du tourisme. Donc, mais zéro. Enfin, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer, alors que ce bac pro existe, des formations dans le cadre du tourisme. Donc, ça renforce, y compris, même ne serait-ce que sur l'espoir d'avoir une filière qui embauche, ça renforce cette inégalité-là. Et après, ce qui est vrai, c'est que c'est toujours compliqué, enfin, je sais pas, je parle pour les jeunes, mais je vais arrêter après, c'est toujours compliqué de demander à des jeunes s'ils sont dans un malaise, parce que, bon, en général, moi, pour avoir connu la Seine-Saint-Denis et ici, une des particularités des jeunes de nos quartiers, c'est qu'ils sont en général assez bien jusqu'à, effectivement, la sortie de l'école. Ils sont plutôt très, très, très heureux, voire un peu, voilà. Et puis, finalement, hein, ils sont bien dans leur peau. Et puis, finalement, quand tout ça s'arrête, ben, ils sont confrontés au fait de la recherche d'emploi. Et là, ça devient plus compliqué. Et donc, selon leurs résultats, c'est à 16 ans, puis ou à 17 ans, ou, voilà. Voilà. Et ce serait bien, effectivement, que les jeunes y racontent un peu leur vécu. Voilà. Et même s'ils sont heureux, ils peuvent le dire, hein, parce que l'école, elle a changé quand même. Donc là, c'est vrai qu'on situe plusieurs niveaux, à la fois d'inégalité des institutions, des territoires. Aussi, on ne peut pas balayer la souffrance de la casse sociale qu'il y a depuis les années 70 avec la crise économique, et surtout où on se situe, effectivement, de l'endroit où on parle. Effectivement, vous venez de Saint-Denis, moi j'ai grandi ici, quoi. Donc il y a tout un formatage de l'éducation nationale qui n'a pas changé son logiciel. Dans les territoires où nous sommes, c'était le vivier de l'industrie économique. Donc tous les élèves qui étaient faits jusqu'aux années 75-80, c'était de la main-d'œuvre pour les usines. Après, on est passé sur l'économie tertiaire. Donc là, je vous rejoins, la population a été ignorée. Donc aujourd'hui, quand on parle aux jeunes, c'est incroyable, parce qu'un jeune, parce que moi je me reconnais comme un éternel adolescent. Dans mon univers, je ne souffre pas, mais c'est en face qui me fait souffrir, quoi. Donc là, aujourd'hui, il y a le travail, il y a les inégalités à la fois familiales, affectives, et les exclusions, c'est un tout. Et donc dans ce tout, là, on survole. J'aimerais bien qu'on parle aussi des conséquences que ça entraîne, tout ça. Et là, j'aimerais bien passer le médecin, je fais le relais, avec, elle vient de là. Bonjour, je suis Djemila Chiaruzi, je suis médecin de l'éducation nationale. Donc je suis arrivée du nord de la France et je suis dans le 15e depuis 7 ans. Donc j'ai pas mal d'établissements, que ce soit des collèges, lycées et écoles maternelles et primaires.
Donc je gère 7000 élèves dans le 15e. Ça fait beaucoup pour un médecin. Alors, donc ce que j'ai découvert, c'est que moi, quand je suis venue du nord de la France, tout le monde m'a dit « Quelle chance d'aller au soleil, tu vas avoir moins de travail dans le nord. » Eh ben non, eh ben non. Je n'ai jamais été quand même confrontée à une misère pareille. Je suis désolée de le dire. Pourtant, je viens du Pas-de-Calais, de chez les Ch'tis, et je pensais que j'allais un petit peu me reposer ici. Eh ben pas du tout. J'ai trouvé quand même des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vont très très bien, mais il y a une partie d'élèves du primaire, même ça commence à la maternelle, des enfants qui souffrent. Bon, on en parlera peut-être plus tard. Il y a énormément de raisons de souffrir dans l'école. Moi, ce qui m'a plu ici, c'est surtout ce lycée autogéré. Et ça, j'aimerais bien que quelque chose comme ça se monte dans nos quartiers, parce que moi, je vois les élèves, et j'ai un rôle, c'est vrai que je rejoins les élèves qui viennent de parler, j'ai un rôle dans l'orientation, c'est-à-dire qu'on me demande de voir les élèves qui ont demandé une orientation, mais pas n'importe quel élève. Moi, ce sont des élèves qui ont un problème de santé. Parce que le médecin de l'éducation nationale, le médecin scolaire, il est l'interface, c'est-à-dire qu'on est là entre l'école, les parents et les élèves, et nous sommes les garants de la santé physique et mentale. C'est-à-dire, normalement, on devrait repérer, diagnostiquer des problèmes, que ce soit psychologiques ou même physiques. Et on doit répondre à ces difficultés pour demander à l'école, au collège, au lycée, d'adapter la scolarité en fonction de la difficulté que représente cet élève. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre, mais si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Bonjour, je m'appelle Alexandra Nahir, je suis étudiante en deuxième année de fac de sport. Donc, pour moi, le lycée, ça s'est passé, c'était compliqué. Enfin, je pense que il y a un énorme décalage entre le langage adulte et le langage étudiant, et que on se comprend pas en fait par rapport aux orientations. Enfin, j'ai été au lycée dans des quartiers assez riches. Enfin, tout pouvait bien se passer, mais c'est vrai que justement dans ce cas-là, on nous pousse en fait vers des orientations, comment dire, élitistes. Voilà, on nous dit faites une prépa, faites médecine, faites droit, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. On arrive en droit, on arrive en médecine, soit on rate, soit on arrive en master 2 et on n'a pas de travail pendant 2-3 ans, on essaie de passer des concours et on n'y arrive pas non plus. Donc c'est-à-dire que on va faire donc un master, ça fait quoi, bac plus 5, on va se retrouver sans rien, on va passer des concours, ça va faire 3 ans, on va arriver, on va avoir 27 ans, 28 ans, on va se retrouver sans rien, on va se dire ben notre vie, elle a servi à quoi en fait, et on est là pourquoi? Donc je comprends qu'il y a un malaise, on nous a pas bien orientés, on nous a pas bien aiguillés. Déjà nous, on sait pas trop ce qu'on veut au lycée, alors quelqu'un d'autre, si on pose pas les bonnes questions et si eux nous poussent pas à faire ce que, enfin les passions qu'on a, ils nous demandent pas les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, c'est compliqué, oui. C'est les questions qu'il faut se poser pour pouvoir réussir à s'entendre et à orienter bien les élèves. Hier j'entendais un témoignage sur le nord de Marseille, qui parlait du nord de Marseille, où on disait que quand on venait des quartiers nord, on était quasiment d'office orienté vers des CAP électriciens, électrotechniques. Et là, j'entends qu'en fait, dans le sud, on impose aussi, mais c'est quand même d'autres choix, mais on impose aussi. En gros, si j'entends, ce que tout le monde dit, c'est que l'orientation pose un problème réellement aux jeunes. Moi, je viens du collège de l'Estac. Du coup, quand je suis sortie de ma troisième, j'ai eu un gros problème, c'est que j'avais pas la moyenne pour passer en seconde. Du coup, on m'a dirigé vers la pro, et c'est là le problème, c'est qu'on nous propose plein de bacs pro ou de CAP, mais on sait pas ce que c'est. Et le problème, quand on est en troisième, on visite juste l'établissement, que ce soit en seconde ou en pro, et on fait rien, on touche à rien, on n'apprend rien, on sait pas ce qu'il y a comme CAP, comme bac pro, et du coup à la fin de la troisième on est complètement largué, et c'est après où on est perdu.
Voilà, je voulais juste interpeller le médecin de l'Éducation nationale pour dire que, en fait, certaines personnes, des fois, ils ont des problèmes psychiques à la sortie de la 3e ou avant la 3e, parce qu'ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes financiers, tout ça. Et des fois, ils décrochent du système scolaire. En fait, parce que moi, j'ai vécu cette situation-là et que maintenant, je me retrouve sans... enfin, j'ai mon bac et tout ça. Mais maintenant, le truc, c'est de savoir un peu... Des fois, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour d'autres jeunes qui souffrent de maladies mentales dues à la perte d'un proche ou à la perte ou à un problème financier ou quelque chose comme ça, ou des fois c'est même les parents qui provoquent l'échec scolaire avec le harcèlement moral et tout ça, quoi. Moi, j'ai subi ça maintenant. Bon, c'est trop tard pour moi, j'ai 27 ans, mais bon. Mais pour d'autres jeunes, quoi. Allez, merci. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, je crois que le gros problème, le souci qui se pose aux médecins de l'Éducation nationale, c'est bien la santé mentale. Parce que nous ne sommes pas formés pour ça. C'est-à-dire qu'on peut détecter, on peut aider un enfant qui a un diabète, qui a une épilepsie, etc., puisque nous avons des moyens, nous avons pour les aider. Dans la scolarité, certains connaissent les PAI. Par contre, moi, personnellement, j'ai demandé à être formée. Donc, je suis allée faire 2 ans déjà de psychanalyse, c'est-à-dire suivre des cours avec des profs ici à Marseille, pour essayer justement d'aider ces élèves. Heureusement, je trouve que cette formation m'a apporté beaucoup, parce que j'en vois de plus en plus. Par contre, la réponse, je ne l'ai pas concernant pourquoi il y a autant de problèmes psychiques, psychologiques chez les enfants. On connaît quelques causes, mais pas toutes, parce que moi, ça commence très tôt quand même. En 6e, on m'appelle pour des enfants porteurs de schizophrénie. Et ici, en tous les cas, dans les quartiers, nous sommes très limités en moyens. Nous avons, moi je travaille avec un seul CMP, Centre médico-psychologique pour les enfants, et une consultation ado à Saint-André, qui est et on n'a pas beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il y a des attentes de plusieurs mois pour que ces enfants... Alors c'est sûr que le médecin scolaire devient assistante sociale, devient psychologue, parce que si on ne prend pas notre téléphone et on essaye j'essaye de faire travailler le réseau pour leur trouver une place, c'est pas possible. Donc le monsieur, il a tout à fait raison. Nous n'avons pas toutes les réponses concernant la maladie ou le problème psychique chez les élèves. Ouais. Justement, la question de la communication de l'école avec les territoires, avec autres structures de territoire. Si... Bonjour. Donc moi, je suis Ziad Kansoun. Je sais pas trop par où commencer. Comme boulot, moi en fait, je suis interne en psychiatrie. Un vieil interne maintenant. Donc je finis mes études de médecine en fait. Et actuellement je travaille en pédopsychiatrie. Donc je pourrais répondre un peu aux questions de Madame de l'Éducation nationale. Mais j'aurai pas toutes les réponses non plus. Mais je pourrais faire part de ma petite expérience dans ce domaine. Je pense quand on parle de souffrance scolaire, il faut évoquer au moins 2-3 points qui vont être, je pense, l'harcèlement à l'école, qui est très très mal vécu par l'enfant, par son entourage, mais aussi qui met aussi en difficulté et les profs et les directeurs, et aussi qui nous met aussi nous en difficulté, pas trop en difficulté vu que c'est notre boulot, mais ça reste compliqué comme situation à prendre en charge quand même. Après l'harcèlement à l'école, on a aussi la phobie scolaire, qui est un problème non négligeable.
Et aussi, on a la consommation de toxiques chez les jeunes. Donc là, on n'est plus au collège, mais plus chez les lycéens. Expérience que j'ai pu avoir quand j'ai travaillé en addictologie, notamment aussi dans les quartiers nord. Je faisais un peu la consultation d'addictologie à l'hôpital Nord. Et donc, je voyais passer pas mal de jeunes lycéens pour problèmes d'addiction, et notamment le cannabis. Donc, par rapport à l'harcèlement, par exemple, souvent les familles, elles arrivent en consultation parce que l'enfant a subi l'harcèlement depuis au moins 1 mois, voire quelques mois. La famille a déjà sollicité et le surveillant, et le directeur, et les profs et tout. La situation n'étant pas réglée, ils essayent de voir un peu par tous les moyens, ils arrivent en consultation. Nous non plus, on n'a pas de baguette magique. On comprend aussi que le collège ou l'école soit en difficulté par rapport à ce problème. Et pas mal de fois, fréquemment, ça finit aussi que les parents portent plainte, que ça finit chez la police, quoi. Après, j'ai pas des chiffres, je vais pas étaler les modalités scientifiques de prise en charge, tout ça. Mais si je peux conclure sur ce sujet par rapport à mon expérience, ma petite expérience, c'est qu'en fait, il faut comprendre les gens, que ce soit en phobie scolaire, que ce soit en harcèlement, que ce soit en maladie psychiatrique. Si j'ai appris quelque chose jusqu'à maintenant pendant 4 ans d'exercice, je pense qu'il faut comprendre les gens. Et actuellement, on ne se comprend pas, en fait. On ne se comprend pas. Et ça se traduit par le fait que plein de gens négligent des diagnostics. Plein de gens, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, ici en France, rejettent des membres de leur famille parce qu'ils sont atteints de pathologie psychiatrique, par exemple. Notre société, en global, elle néglige, elle met à l'écart la personne en souffrance. Et du coup, la personne en souffrance ne trouve pas trop sa place dans la société active. Société qui est de plus en plus matérialiste et qui n'accepte pas le fragile. Du coup, le fragile se retrouve en écart et enfoncé jusqu'à plus bas. Donc nous, dans notre métier, si on essaie de faire quelque chose, c'est de comprendre les gens, comprendre leurs souffrances, essayer de comprendre tout ça avec eux. Et souvent, en fait, c'est ce qui fait la différence au début et qui peut faire qu'une bonne prise en charge commence d'une bonne manière, quoi. Comprendre le sujet, le rassurer, le mettre en confiance, ça peut tout changer. Peut-être que je vais pas trop m'étaler non plus, j'évoquerai d'autres points si d'autres intervenants les évoquent. Merci beaucoup. Mais voilà, en grand, quoi. Juste en fait, avant de finir, actuellement je prépare ma thèse et je la prépare sur le burn-out au travail. Donc c'est l'épuisement professionnel, conséquence donc du stress chronique et de la souffrance au travail. Donc c'est l'épuisement professionnel. Et voilà, j'ai un peu montré du doigt les profs et les directeurs, mais il faut dire que moi je fais ma thèse sur le burn-out des médecins, mais le burn-out des profs à l'école n'est pas peu fréquent non plus. Donc il reste très fréquent, donc les profs à l'école sont en souffrance aussi. Et vu que je fais ma thèse sur les médecins sont les gens les plus en souffrance. Donc dans notre société actuelle, les gens qui prennent en charge la souffrance des autres, ils sont le plus en souffrance. Ils sont à moitié à avoir des symptômes de souffrance au travail, les médecins. Et une des conséquences de l'épuisement au travail, c'est la dépression suivie par le suicide. Et ces médecins qui s'occupent de la souffrance dans la société, ils ont un risque double de suicide par rapport à la population générale, par exemple. Donc moi, je vais sortir de l'analyse qui est juste médicale. Parce que souvent, on emploie des mots comme, voilà, il y a des problèmes d'addictologie. Ouais, mais l'addictologie est le résultat d'une chose. Il y a une souffrance. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Souvent, quand on traite et on porte un diagnostic sur les gens du quartier, déjà, là aussi, il y a des inégalités de qualification. Ailleurs, on analyse à travers des individus. Voilà, monsieur a ça ici. Dans les quartiers nord, c'est la masse. C'est la communauté qui souffre d'addictologie. Les élèves vont mal. À aucun moment, on identifie et on flèche la personne, qu'est-ce qu'elle est, où elle est. Parce que quand on parle d'addictologie, c'est une addition de tant de souffrances qui se met en place. Et les souffrances autour d'un même corps ont multiples origines. Donc, ce serait bien aujourd'hui que, comme les médecins, comme les élèves, comme les parents, comme les professeurs,
qu'on se dit que chacun a un petit bout de réponse là. Donc ça nous invite à travailler dans une autre méthodologie de complexité plutôt que de donner des leçons, quoi. Moi, je m'appelle Jean-Michel Requena. Je suis d'accord avec le monsieur, là, en face de moi, le jaune, là. Je suis d'accord pour la fragilité, là. Moi, j'étais fragile. J'ai perdu 2 membres de ma famille à l'hôpital de Toulouse. Je suis psychique. J'ai une psychose, excusez-moi de vous le dire. Mais ce que j'ai à dire, c'est que je suis très bien soigné par un psychiatre qui s'appelle Madame Pérez. Et je suis orienté par des psychologues. La psychologie qui m'a beaucoup gagné. Et le sport et la danse, ça m'a fait beaucoup d'efforts à travers moi-même. Voilà, point final. Merci. Aussi, pardon. Je voulais simplement rappeler, moi j'ai entendu donc tout ce que vous avez dit, et moi ce que je vois, comme c'était dit tout à l'heure dans la musique en plus, que le partage entre les différentes personnes sont vraiment nécessaires, parce que on voit les enseignements de la guérison et les enseignements de la guérison et les enseignements général sur toutes les questions doivent communier, je pense, pour créer une association qui gérera toutes ces difficultés-là, avec le biais de la santé et avec le biais de toutes les belles énergies qui sont avec nous. Les mots partage et solidarité, qui sont des mots qui sont revenus hier et aujourd'hui, sont vraiment, c'est la communication aussi, parce que c'est la question souvent des communications. Voilà, je voulais vous dire aussi que les causes de la souffrance, c'est pas non seulement la dictologie, mais il y a d'autres souffrances comme la radicalisation aussi, qui fait partie des troubles qui peuvent amener des troubles psychiques, détruire des familles, détruire sa scolarité, détruire son environnement et tout ça. Et il faut aussi que l'école soit là pour prévenir et agir en cas de radicalisation d'un jeune, parce que ça arrive que les parents, ils ont un peu des mauvaises pensées aussi, hein, et qui transmettent ces pensées radicalistes à leurs enfants, qui après poussent l'enfant à faire des choses qui sont un peu malsaines. Et il faut absolument que l'école est un moyen, et l'école doit un peu plus se centrer aussi sur la fraternité, la laïcité et tout ça, pour éviter à l'enfant plus tard de souffrir de psychologie, parce que tout ça, ça détruit psychologiquement, physiquement, et ça détruit non seulement la famille, l'enfant, et ça détruit l'entourage. Même les professeurs aussi, des fois, ils sont désemparés par ces choses-là. Et ils ont peur aussi, vu l'actualité qui se passe en ce moment. Et il faut absolument... C'est un combat majeur du XXIe siècle, parce que c'est un des maux, c'est un très grand mal, parce qu'il n'y a pas que la drogue, hein, il n'y a pas que l'alcool, il n'y a pas que ça. Et il faut absolument combattre ces genres d'idées un peu radicalistes qui font du mal, qui détruisent. Et il ne faut pas hésiter à signaler tout ça en cas de danger, quoi, en cas de danger imminent. Et j'espère que les médecins, les psychologues, les psychiatres et tout ça, ils en ont conscience de ça et qu'ils prennent ça au sérieux. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. En effet, vous mettez bien en avant l'importance de l'école. Moi, je crois vraiment à son importance, hein, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas justement
abandonné, et il faut que toute la société soit derrière son école. Je ne parle pas d'un individu, je parle de l'institution. Moi, ce que je vois aussi c'est que, et pourquoi il y a aussi un peu de malaise au niveau de l'école, c'est que adultes qui sont dans le système, on sait qu'en sortant de ces cursus de formation, si les savoirs, si l'enseignement n'a pas été correctement réalisé, le passage du savoir n'a pas été correctement réalisé, on va avoir des jeunes qui vont sortir sur le marché du travail, dans la vie du quotidien, qui vont se marier, qui vont vouloir vivre dans la société avec les plus grandes difficultés pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir vivre comme tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de grave dans une société comme la nôtre. Donc moi, je pense qu'il est vraiment important. Et quand on voit parce que on a quand même un certain nombre de jeunes qui rentrent avec des difficultés de lecture, d'écriture, qui savent pas compter ou mal compter. On en est quand même sur des difficultés comme ça, qui n'assistent pas aux cours parce qu'ils sont absents, beaucoup d'absence, peu de travail. Tout ça, c'est des choses qui existent. Alors ils apprennent un peu un métier, c'est bien, mais la tête, elle n'est pas bien pleine. Et quand on va sortir dans le monde adulte, ils vont sortir dans le monde adulte, ils vont se retrouver face à des murs très difficiles à franchir. Et moi, c'est un peu mon cri, un cri de colère. Il faut qu'on arrive à trouver ensemble l'école, les gens, je ne parle pas de la machine étatique, je parle des gens, les moyens de redonner à tous ces jeunes l'envie de venir à l'école, l'envie d'apprendre. On a vu quelques expériences qui se sont faites, on essaye tous de mettre des choses en place dans nos établissements sous forme de projet. C'est pas suffisant, il y a aussi un moment où il faut passer par les fondamentaux, il y a des choses qui doivent se faire. Et vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors on n'a pas toutes les solutions, mais on est tous assez conscients qu'il faut changer un petit peu le modèle pour apprendre. Mais derrière, il faut aussi que... parce qu'on vit mal aussi, l'image de plus en plus négative qui est renvoyée à la population de l'école. Ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile, qui n'aide pas les enseignants, mais qui n'aide pas aussi les jeunes à se reconnaître dans l'importance de l'école. Ça, on en est tous responsables à tous les niveaux. Voilà ce que je voulais dire. Et moi, c'est bête que certains jeunes ne veuillent pas prendre la parole. Là, je pense que c'est les élèves qui sont avec nous. Mais ça serait bien qu'ils expliquent un peu pourquoi ils aiment l'école ou pourquoi ils l'aiment pas. Parce que ça, on a besoin d'avoir ces retours aussi pour faire bouger les choses. Merci. Alors moi, je vais reprendre un petit peu sur l'orientation. Non, mais c'est important. L'orientation, je pense qu'un élève doit être accompagné. Parce que j'ai l'expérience. C'est vrai qu'il faut vous laisser choisir. Il faut qu'il y ait du plaisir dans les études. Si on n'a pas de plaisir, de toute façon, on ne peut pas apprendre sous la contrainte. On apprend si on a plaisir. Comme nous, on est content. Aller au travail, on fait mieux notre travail. Parce que moi, si je traîne la jambe le matin pour aller au travail, eh ben, je vais le bâcler. Donc l'histoire du plaisir doit être toujours présent, quel que soit que ce soit les études ou le travail. Donc je revenais sur l'orientation parce que je travaille beaucoup avec les conseillères d'orientation, que j'aimerais bien qu'elles se forment un peu plus, parce qu'il y a tellement de métiers qu'on ne connaît pas, et les élèves ne peuvent pas tout savoir. Donc c'est vrai qu'il faut choisir ce que vous aimez, mais il faut être accompagné. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Alors moi, quand je vous ai dit que j'interviens dans l'orientation des enfants qui sont porteurs de maladies chroniques ou autres, c'est très important que le médecin l'aide, parce qu'un enfant qui ne peut faire qu'un métier, parce qu'il est en fauteuil, parce qu'il a plein de problèmes à côté, on ne peut pas le laisser choisir n'importe quoi, parce que c'est l'envoyer à l'échec. Donc c'est important aussi qu'on accompagne ces enfants. Alors moi, je voulais vous dire deux choses. J'étais donc déléguée de parents dans un établissement assez renommé ici à Marseille, au centre de Marseille, et un établissement public très élitiste où le proviseur, quand il parlait toujours d'excellence. Et à un moment donné, je l'ai arrêté, je lui ai dit l'excellence, oui, mais que faites-vous de l'épanouissement des élèves? Je n'ai jamais, ça fait des années que je suis là,
Je n'ai jamais entendu parler d'épanouissement ou de plaisir. Et il m'a répondu, les élèves qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là pour la réussite. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que je vais vous donner un exemple d'une fille qui était excellente. Alors c'est une fille qui avait une dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, vous me direz si vous savez ce que c'est, qui a énormément travaillé. Elle n'a jamais demandé de l'aide. À chaque fois que ses parents voulaient l'emmener chez une orthophoniste, bon, c'est vrai qu'elle a aujourd'hui 23 ans, à l'époque ça se faisait un peu moins que maintenant, donc elle n'a jamais voulu. Quand un élève dit ordinaire, normal, travaille 1 heure, elle travaille 4 heures à 6 heures pour réussir. Alors cette fille, elle a été excellente jusqu'en terminale, c'est-à-dire qu'elle a eu le bac mention très bien, félicitations du jury, sans aucune aide. Mais pour vous expliquer après les dégâts. Donc ce lycée, renommé, lui a demandé de faire la meilleure prépa pour aboutir à HEC Paris. Elle ne savait pas. Vous voyez, l'orientation, elle a écouté, comme elle disait la demoiselle derrière. Autant ici, dans les quartiers nord, on va leur imposer des orientations qu'ils n'aiment pas, autant, vous savez, dans les quartiers sud ou en région parisienne, un enfant qui travaille bien, ou très bien, on va lui imposer, peut-être que c'est pas ce qu'il veut non plus. Donc cette fille, elle est partie dans une des meilleures prépas de Lyon. Seulement au bout, même pas de 6 mois, elle s'est retrouvée dans une classe. Ils ont choisi dans cet établissement les meilleurs de France. Ils avaient tous mention très bien, félicitations du jury, mais la moitié de leur classe était sous antidépresseurs pour réussir. Et les parents étaient quand même d'accord, puisque c'était des complices. Et cette fille, comme moi je l'ai suivie, donc en primaire, je la connaissais, j'étais son médecin scolaire, je l'ai sauvée d'un jour. C'est-à-dire si je n'avais pas accompagné sa mère et lui dire tu la retires de cet établissement, elle ne serait plus là aujourd'hui. Pour vous dire qu'on a toujours la chance de réussir autrement, aujourd'hui elle remercie tous les gens qui l'ont aidée, parce qu'elle est partie de cette prépa, bon, cabossée, traitement, elle a vu des psychiatres et tout, elle s'est relevée depuis, donc elle est excellente dans le DUT qu'elle a choisi, elle est actuellement à l'étranger pour 1 année, et elle est sortie majeure de sa promo. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme exemple. Merci. Malheureusement, je pense qu'on va peut-être... voilà, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre nous qui ont soif et qui ont faim. On reprendra tout à l'heure à 18h30 des échanges autour du mal-être au travail, mais on pourra tout à fait aussi reprendre sur la question qu'on a commencé à aborder. Tu veux faire une dernière petite... voilà. Moi, je trouve que c'est facile à dire, de dire l'épanouissement et la réussite, mais... le plus important quand tu es à l'école, c'est les professeurs, parce que c'est ceux qui te font aimer la matière. Donc si le prof te fait pas aimer la matière, eh ben, c'est foutu et tu fais plus rien et tu progresses pas dans la matière. Alors que si un prof se donne tous les moyens pour te faire aimer la matière, te faire des sorties scolaires, t'apprendre plein de choses qui sont pas dans le programme scolaire, ben, tout de suite ce sera plus facile. Oui, mais pour ça, il faut qu'il soit heureux d'aller travailler aussi. Donc ça, je pense que la boucle est bouclée et on en parlera tout à l'heure.